pense que on va. Je sais pas si tout le monde est bien installé, si on commence, si. Hein, Ça va venir aussi. donc pour ceux qui me connaissent, ben, Hervé Widmer, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Récif Captif. Pour ceux qui me connaissent pas, ben, c'est exactement ce que je viens de dire avant. Et il y a un site web, il y a tout ça, il y a un petit peu tous les réseaux. Et pour moi, le leitmotiv, c'est le partage à l'état le plus brut possible de la passion récifale. Donc là aujourd'hui, on va passer sur les diapos. Je vous ai préparé des choses. S'il y a quelque chose qui vous embête aux entournures, quelque chose, n'hésitez pas à me le dire, histoire que je puisse, comment ça s'appelle, Euh, que je puisse revenir dessus et expliquer le fond de la pensée qu'il y a derrière. Donc, on va démarrer par comment prévoir toutes les situations. Alors, quand je dis toutes, c'est toutes les situations récifales, c'est celles auxquelles j'ai pensé. Il est tout à fait possible que j'en ai oublié l'une ou l'autre, parce que ben, c'est difficile de penser un petit peu à tout. Donc, c'est quoi le pire en aquariophilie? Récifale, entre autres, c'est un petit peu ce que vous voyez bien l'écran. Ouais, c'est impeccable. Voilà. Donc le pire, ça peut être ça. Mais ça, c'est vraiment la pire des choses. Mais le pire, c'est à chaque fois quelque chose auquel on ne s'attend pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on aura toujours en aquariophilie récifale des surprises et des événements qui vont venir auxquels on ne s'attend pas forcément. Mais si on s'est préparé à savoir comment réagir, on va pouvoir faire face et limiter la perte, aussi bien en vivant qu'en matériel. Donc pour ça, on va faire une petite recherche sur tous les types de risques qu'on a dans nos aquariums. Alors le premier, le plus évident, c'est le risque électrique. Hein, je pense que dans la salle, il y a très peu de récifalistes qui se sont jamais pris une petite chatouille en mettant les mains dans l'aquarium. Ça, ça fait toujours plaisir. Ça remet les idées en place. Donc Que les ensuite, mots. pardon? Ah, j'ai cru qu'il y avait quelque Par chose. contre, sur ta présentation, on n'est que sur la diapo de départ. Hier, tu m'avais montré notre diapo. Ah, Bah, bah, mince, si... alors c'est que il a pas. Pourquoi il prend pas les autres diapos, mon partage? 2 secondes. C'est bon. Alors, Non, c'est bon. fenêtre de l'application. Ben à ce moment-là, ah, il a perdu l'application. 2 secondes. Ah, ah, le logiciel a perdu l'application. On va revenir là-dessus. On va essayer de retrouver l'application pour la partager parce qu'à ce moment-là, vous avez peut-être pas vu la diapo juste avant. Et puis, tant pis, c'est pas grave. On va refaire fenêtre de l'application. Ah, il ne veut plus m'afficher mon application là. Super. Alors, on va faire autrement. Je vais trouver une roue de secours, je suis désolé. C'est les inconvénients du live, c'est que on peut se retrouver avec des choses qui d'un coup marchaient hier et ne marchent plus aujourd'hui. Là, et maintenant, faut que je retrouve. Ah, j'ai une idée. Je vais faire ça. Je vais me mettre sur mon diaporama. Est-ce que là, vous voyez l'aquarium cassé, donc où j'expliquais c'est quoi le pire? Ouais, c'est bon. Ok, super. Désolé pour ce souci technique. Hein, c'est la première fois que je fais ça à distance. Est-ce que là, vous avez vu le changement de diapo? Ouais, Super. Donc, on va super pour nous. refaire la liste donc, des risques. Donc, on disait avant les risques électriques. Donc, ça, les risques électriques, c'est bien sûr se prendre une chatouille, un petit peu de jus, mais ça peut aussi être un arrêt. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Au niveau chimique, pareil. C'est
ça vient de quoi, qu'est-ce qu'il faut, il faut que je trouve les causes, il faut que je trouve le pourquoi du pourquoi, et ainsi de suite. Il faut toujours creuser pour trouver d'où viennent les soucis. On peut avoir des risques avec tous les liquides qu'on emploie, avec nos poissons, nos coraux, et en fait l'ensemble de la population qui est dans nos aquariums. Donc le risque électrique, j'ai commencé par le plus simple. Le premier risque qu'on a, c'est la coupure de courant. On sait tous qu'un aquarium récifal sans électricité, il a du mal. Ensuite, on a les surtensions. Hein, ceux qui habitent à côté de la Tour Eiffel, ils savent à peu près ce que c'est, puisqu'ils se sont pris quelques surtensions ces derniers temps avec les orages. Mais il n'y a pas que là-bas. Hein, les orages, c'est quand même propice aux surtensions. Et on a enfin les fuites électriques. Donc, pour tous ces différents risques, on a des outils qui existent. Alors, à chaque fois, je vais faire une liste des outils. C'est pour donner des idées aux gens. Mais après, chacun est libre de mettre les outils qu'il veut pour gérer les différents risques, ou bien dire, ben, ce risque chez moi, il est minime et je ne vais pas en prendre compte. Je vais pas comment dire, je vais pas mettre de correction pour pallier à ce risque. Hein, ça, chacun est quand même libre. Là, j'ai fait un état des lieux de l'ensemble. Je vous assure que chez moi, je ne suis pas, euh, on va dire, sur tous les risques. Je n'ai pas de quoi faire tous les risques. Par contre, au niveau électrique, si, j'ai à peu près tout. Donc, au niveau de la coupure de courant, le plus évident, c'est de mettre un onduleur sur une pompe de brassage. Ça va vous permettre de maintenir l'oxygénation de l'eau pendant quelques heures et ça permet le retour de courant. Alors souvent on me demande ouais, quel est l'onduleur le mieux à mettre. Ça va dépendre de la moyenne des coupures de courant dans votre région. Comme je le dis souvent, moi je suis radieux et actif hein, puisque je suis à côté de Fessenheim. Et donc les coupures de courant en général ça va être maximum 10 minutes. Donc j'ai un onduleur qui tient 4 heures sur une pompe de brassage. Je suis largement couvert. Mais il y a des régions, je sais que par exemple en Bretagne à une époque, les coupures moyennes c'était 3-4 heures. Ben oui, à ce moment-là, il faut des onduleurs un petit peu plus performants qui vont vous tenir quelques dizaines d'heures. Et si vous n'avez pas d'onduleur qui tient assez longtemps, il y a le groupe électrique. Hein, le groupe électrogène classique qui marche à l'essence et qui permet de faire de l'électricité. Voilà, après on la redresse un petit peu histoire de ne pas casser tout le matériel, mais ça marche plutôt bien comme solution. Les surtensions. Alors, comme je disais tout à l'heure, quand il y a de l'orage ou comme ça, le risque c'est la surtension. Le risque de la surtension, c'est de venir cramer du matériel qui est en contact avec l'eau ou bien qui, je veux dire, un éclairage LED, c'est quand même assez fragile. Donc là, la solution, c'est sur votre prise de l'aquarium, vous pouvez mettre un parafoudre. Vous pouvez sur votre tableau électrique avoir un parafoudre de ligne. Vous pouvez avoir tout un ensemble de parafoudres les uns derrière les autres, mais histoire de protéger des surtensions votre installation. Parce qu'une surtension, ça peut venir de l'orage, mais ça peut aussi venir d'un voisin qui stoppe ou lance certaines machines. Si les installations sont un peu vétustes, on peut avoir des surprises. Et enfin, ça c'est à mon sens le risque majeur qu'on a et le plus facile, enfin un des plus simples pour s'en protéger, c'est la fuite électrique. La fuite électrique, c'est simplement, par exemple, vous avez un câble électrique qui est rongé par un oursin. Allô? Oui, on t'entend. Ah, j'ai cru que tu voulais intervenir sur quelque chose. Non, non, c'est parce que j'ai un visiteur qui me pose des questions par rapport à l'association. Mais je suis là à côté de toi, t'inquiète pas. D'accord. Donc, où j'en étais? Donc, la sonde de mise à la terre, l'avantage, c'est que si vous avez un oursin qui vient vous grignoter des câbles, et donc que vous vous retrouvez avec du cuivre à nu dans l'aquarium, ou bien que vous avez un chauffage qui casse, ou ce genre de choses, si vous mettez ensuite les mains dans l'eau, vous n'allez pas vous prendre de l'électricité. Ou bien toute l'électricité statique qui peut être générée par certaines pompes de brassage qui, ben, à force de tourner le plastique à côté du plastique, c'est le système du ballon qu'on frotte sur le pull à grand-mère pour faire hérisser les poils. C'est un petit peu pareil, on a parfois de l'électricité statique qui peut être dans le bac. Et celle-ci, elle ne va pas être nuisible pour les poissons et les coraux. Mais par contre, nous, quand on vient mettre les mains dans le bac, on va faire une mise à la terre
et on va se prendre une châtaigne. Donc ça, c'est une sonde de mise à la terre, ça fait partie des indispensables que je conseille à tout le monde d'avoir sur toute taille d'aquarium. Ça, en fait, c'est juste un bout de titane ou quelque chose qui va vous permettre de vous protéger, et ça va faire tomber un différentiel ou ce genre de choses si vous avez un équipement comme un chauffage qui se casse dans l'eau. Et forcément, si vous avez des alerteurs, vous allez pouvoir vous prémunir de ça. Sur la coupure de courant, j'ai oublié un détail, c'est on peut aussi se faire envoyer, et c'est vachement à la mode en ce moment, un SMS. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, il existe maintenant des prises avec une carte SIM qui, en cas de coupure de courant et de retour de courant, vous envoie un message. Et ça, je pense de plus en plus à l'acheter parce que ça permet de se prémunir des pannes longues pour pouvoir envoyer quelqu'un quand on n'est pas à la maison. Parce qu'en général, quand il arrive quelque chose, c'est quand on n'est pas à la maison. Donc voilà pour la partie électrique. On a ensuite le risque chimique. Alors le risque chimique, c'est la pollution accidentelle, les pollutions au long cours et puis les dérives de paramètres. Donc la pollution accidentelle, chez moi, on va dire que j'ai pensé principalement à nos enfants. Je ne sais pas si les vôtres sont aussi turbulents que les miens. Les miens, c'est parfois un petit peu sport, mais on va dire que un enfant, il a vite fait de voir que papa, il met un produit dans la décante. Ben, moi aussi, je veux être grand, je veux faire comme papa, je veux mettre un produit dans la décante. Et je ne sais pas si vous aviez remarqué sur mes vidéos, si vous me suivez, le meuble de l'aquarium, il a une sécurité enfant pour éviter que les enfants n'aillent mettre des produits dedans. Parce que j'ai déjà arrêté le fait de jeter un feutre ou le fait de venir avec son verre d'eau ou sa gourde pour venir rajouter de l'eau parce que le poisson il a soif. C'est quelque chose de tout simple, mais les pollutions accidentelles, il y avait eu l'été dernier des gens qui venaient sur les forums dire qu'est-ce que je fais. Un de mes invités a versé de la bière dans mon aquarium. Ça peut être vraiment des choses toutes, simples qui peuvent être même faites intentionnellement par des adultes. Donc, quand c'est fait par un adulte, c'est très très difficile de s'en prémunir et c'est souvent assez. Ça peut être assez grave. Mais quand c'est des enfants, c'est souvent avec de la bonne intention. Donc, on peut s'en prémunir en leur enlevant l'accès direct qu'ils ont. Hein, tout comme si vous avez une bouteille de CO2 pour un rack, la laissez pas à disposition d'un enfant qui peut l'ouvrir ou la fermer. Ça marche aussi bien en eau de mer qu'en eau douce. Les pollutions au long cours, ça va être plus les pollutions de type phosphate, ce genre de choses, où on a parfois du mal à les... selon la population du bac, on peut avoir du mal à gérer cette pollution. Et là, c'est vrai qu'il existe sur le marché des résines de toutes sortes. Il n'y a pratiquement pas une marque qui ne vous fait pas une résine, donc je vais éviter d'en citer une parce qu'il faudrait que j'en cite 150. Mais des résines pour des pollutions au phosphate ou bien des charbons actifs qui vont vous permettre d'éviter des colorations de bac, ça c'est des choses qui sont plutôt simples à mettre en place et qui vont vous permettre d'éviter des pollutions néfastes. Je pense particulièrement aussi aux pollutions au cuivre, parce que ben oui, il y a besoin d'un petit peu de cuivre dans le bac, mais trop, ça peut être létal pour nos coraux. Et enfin, on a la dérive des paramètres. La dérive des paramètres, là, il n'y a pas 15 000 solutions. C'est qu'il faut suivre vos paramètres. Il y a quand même besoin d'une rigueur aquariophile quand on a un bac. Et le suivi des paramètres, c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, il y a énormément de monde qui l'oublie. Et quand ils arrivent avec des situations, on leur demande mais quels sont les paramètres de ton bac? Ben, je ne sais pas, il faut que je mesure. Alors que ça devrait être normalement dans la checklist régulière, on mesure les différents paramètres de son bac, les plus importants, pour s'assurer de ne pas avoir de dérive. Donc les dérives de paramètres, ça vient de la consommation de nos habitants, aussi bien en calcium, magnésium, KH, et c'est à nous, aquariophiles, d'y prêter attention et de complémenter. Après, vous complémentez comme vous voulez, hein, que ce soit en balling, hein, en rack, ce genre de choses.
Les risques au niveau du liquide, hein, ça c'est ceux-là où en général on se fait taper dessus par madame, c'est les inondations. On a tous eu, enfin quand je dis tous, ceux qui font de l'eau osmosée à la maison par exemple, on a oublié l'osmoseur et on s'est retrouvé avec un petit peu d'eau à la cave. On espère avoir ça le moins souvent possible, mais ça arrive. Donc voilà, on a tous des inondations ou bien des choses qui débordent et on se retrouve avec de l'eau dans le salon. Il y a des solutions aussi pour pallier à ça. On a l'autre extrême, c'est l'évaporation. On fait attention à ne pas avoir d'évaporation trop importante. Et surtout là en été, on fait en sorte d'avoir de quoi compenser cette évaporation le mieux possible, parce que c'est en été forcément qu'on va avoir le plus d'évaporation dans nos bacs. Et on va faire attention à nos différents meubles au niveau de la rouille, parce que on peut atteindre la structure de nos meubles et l'affaiblir de par la rouille de nos différents meubles. Donc au niveau des inondations, on peut avoir des petits capteurs d'humidité qui se mettent au sol. Souvent c'est géré par des automates. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des automates de type Apex ou autre. Eux ils proposent ce type de capteur. Pour l'instant, je n'ai pas investi dans ce type de matériel moi-même, mais c'est juste que vous sachiez que on peut se prémunir de ce genre de soucis juste avec des capteurs et en mettant derrière une gestion. Faut aussi penser à nettoyer notre matériel et je pense particulièrement à l'osmolateur, parce qu'un osmolateur qui est bloqué et qui envoie beaucoup d'eau, on peut faire déborder une des cantes et donc se retrouver avec une mauvaise surprise, surtout si on est directement relié à l'osmoseur. Contre l'évaporation, il n'y a pas 15 millions de solutions. Hein, moi, je mets l'osmolation. Pourquoi? Parce que on pourrait aussi dire faire un bac fermé. Mais faire un bac fermé, ça pose d'autres soucis en termes de chimie. Donc, je préfère ne gérer l'évaporation que par l'osmolation. C'est parce qu'il y a le moins on va dire, de risques et de contre-indications par après. Et ensuite, pour la rouille, à cause du milieu humide, ça va être de la peinture et des traitements sur nos meubles. À titre d'exemple, pour mon premier gros récifal, j'avais en dessous une estrade qui était sur une structure en métal. Et cette structure en métal, j'avais dessus une peinture qui est la peinture qui va sur les pelles libères, donc les pelles qui vont dans les mines de sel, pour m'assurer qu'il y ait un risque de rouille et d'agression du milieu salin la plus minimale possible. Parce que forcément, à un moment, on va avoir de l'eau par terre. Forcément, à un moment, cette structure, elle sera en contact avec de l'eau salée, donc agressive. Et il faut mettre ce qu'on peut trouver de mieux pour s'en prémunir. Au niveau des poissons, on a différents risques. Alors le plus classique et le plus connu, c'est les maladies des poissons. Hein, comme vous voyez sur l'illustration avec ce chir qui a des points blancs. On a le risque de saut et on a le risque de prédation. Donc les maladies, bien sûr, dans un premier temps, c'est le choix des animaux à l'animalerie. On a des professionnels en face de nous qui font très bien leur job. Mais forcément, vu tout ce qui passe chez eux, il n'est pas impossible qu'il y ait une maladie qui se voit ou qui ne se voit pas encore. Donc, pour se prémunir des maladies qu'on peut ramener en apportant un poisson dans son bac, je conseille toujours d'avoir un bac de quarantaine. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac énorme. Si vous avez un 50 litres, ça suffit, ça vous fait une bonne quarantaine et ça permet de voir si le poisson il est sain et s'il est à traiter avec du cuivre parce qu'il y a des points blancs ou ce genre de choses. C'est très très simple dans un petit bac et ça coûte pas cher. Tandis que si vous l'avez tout de suite mis dans votre aquarium qui fait, je ne sais pas moi, 250 ou 500 litres, forcément, s'il commence à être malade, il risque de contaminer les autres et ça va poser des soucis beaucoup plus gênants à régler. Donc le premier des conseils
que je donne, c'est d'avoir un bac de quarantaine. Hein, moi, j'ai prévu là d'acheter prochainement des poissons. Ben, mon bac de quarantaine, il est prêt jusqu'au jour où je vais trouver le poisson qui me plaît. Et comme ça, je vais pouvoir l'observer en quarantaine. Ensuite, dans ton bac de quarantaine, tu tournes avec un filtre classique comme. attends, bah, écoute, on va faire tout simple. Il est à côté de moi. Donc, je vais arrêter le share de la présentation et je vais te le montrer. Ça va être beaucoup plus simple. Est-ce que tu me vois? Non. On voit ta diapo. Voilà. Alors, regarde. Ah, Le temps de cadrer la caméra. Voilà mon bac de quarantaine. Il est même pas rempli jusqu'en haut. Il y a des pierres dedans. Il y a de l'eau. Il y a un brassage, un chauffage et ça suffit. Si j'ai besoin, je mets une petite loupiote au-dessus. C'est quelque chose de très basique. Un bac de quarantaine, ça n'a pas besoin d'être beau. Ça, c'est un bac de chez que j'ai récupéré. C'est un ancien bac de fiches qui était dans quelqu'un qui faisait de l'élevage. Et ben, je l'ai récupéré. Il me sert à chaque fois que j'ai besoin de stocker des poissons en quarantaine. C'est ce bac-là qui est utilisé. ok. Et à côté, je sais pas si tu vois, il y a un petit carré. Attends, je vais essayer de te le montrer là. Il y a un petit carré, c'est du Velleda. Ouais. Et ça me permet de noter s'il y a quoi que ce soit avec un petit feutre Velleda, je note sur le bac ce qui s'est passé. C'est la façon la plus simple, j'ai envie de dire, c'est tout con, ça coûte rien du tout parce qu'un aquarium comme ça se trouve sur le bon coin, ça coûte rien. Hein. Enfin, quand je dis le bon coin, deuxième main, il y a des tas de sites qui font du deuxième main. Un bac de quarantaine, c'est à mon sens un des premiers investissements nécessaires quand on veut faire du récifal. Si on veut faire des gros poissons, en tout cas, c'est ultra important. Si vous voulez faire des poissons chirurgiens qui sont fragiles, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, le mythe, c'est par exemple le leucosternon. Pour l'instant, moi, j'en ai pas parce que je sais pas. Chacun choisit sa population, ça c'est quelque chose d'autre. Mais le leucosternon, c'est un poisson qui a la réputation de venir avec des points blancs. Eh bien, pour pouvoir se prémunir d'infecter tout le bac et d'emporter tout le bac avec des points blancs, l'avoir dans un bac de quarantaine, ça coûte un petit peu d'eau, c'est-à-dire de l'eau osmosée, du sel, c'est du consommable si on fait du récifal. Et encore, vous prenez votre eau de changement, elle va très bien. Ouais. Ça, c'est vraiment. Et puis vous mettez quelques pierres, vous mettez un chauffage, un brassage. Il n'y a pas besoin d'avoir un brassage de type récifal. Il n'y a pas de coraux. On est vraiment sur du fish only. Et sur du fish only au plus simple. Et si je fais un traitement par exemple au cuivre, bah, j'enlève les pierres vivantes. Je lui mets un décor autre en plastique qui craint pas le cuivre. Je fais mon traitement au cuivre et je suis tranquille. Ok. Donc, on va revenir sur la présentation. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'ils sont dans le bac, je conseille d'avoir toujours un UV ou un ozone, quelque chose de disponible. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on l'a qu'il faut l'utiliser. C'est un petit peu comme dans la voiture, on boucle sa ceinture de sécurité et on espère toujours qu'elle ne serve à rien. On achète une voiture qui a plein d'airbags, on espère ne jamais avoir besoin de s'en servir. Mais le jour où il y a besoin de s'en servir, on est bien content qu'il soit là. Et ben l'UV et l'ozone, c'est pareil. C'est des outils qui sont à dispo, qui existent et qui marchent super bien pour venir aider en cas de problème. Donc après, bien sûr, il y a des protocoles à tenir quand on lance un UV, quand on lance un ozone. Ça, je vous invite à vous documenter sur ces deux techniques-là. Mais avoir l'un des deux, c'est, à mon sens, se sécuriser par rapport aux maladies qui ne se seraient pas déclarées en quarantaine. Au niveau du saut des poissons, alors longtemps chez moi, je pensais que ça sautait un petit peu, mais pas des masses. La semaine avant de changer d'aquarium, j'ai mon hépatus qui a sauté, qui est arrivé dans les 5 cm entre l'aquarium et le mur. Je me suis bien galéré à le chercher. Je vous avoue que là, je me suis dit, punaise, j'ai bien envie d'un filet.
Et sur le nouveau bac, maintenant, j'ai un filet. Les renforts, ça limite les sauts parce que 2-3 fois, souvent, le poisson, il vient, comment ça s'appelle, longer le, le bord de la vitre quand il remonte et il vient taper dans le renfort. Résultat des courses, ça peut limiter le fait qu'il saute. Et on trouve aussi maintenant des Reos qui viennent se clipser sur le bord du bac pour limiter un petit peu les sauts. Mais un poisson chirurgien, ça saute haut. Hein, l'impact sur le mur de mon Hépatus, il était à 35 cm au-dessus du bac. Ça donne une petite idée. Ça saute, ça a une sacrée puissance. Et pourtant, il n'avait pas un élan énorme. Hein. Le bac, il faisait 140, 70, 70. Donc, sur pas un mètre, il a réussi à prendre assez de vitesse pour monter à 35 cm au-dessus de l'eau. C'est quand même des animaux qui sont puissants. Donc, il faut avoir des choses en place. Et l'évasion, c'est aussi surtout le cas pour les gens qui aiment tous les animaux un peu bizarres comme les poulpes. Un poulpe, c'est le maître de l'évasion. Si votre aquarium, ça doit devenir Alcatraz. Si votre aquarium n'est pas au niveau Alcatraz, votre poulpe, vous allez le retrouver sec dehors de l'aquarium. Et enfin, donc le dernier point, c'est la prédation. On va faire attention au choix de sa population. Alors chez moi, je n'ai pas un bac de prédateurs, mais je sais qu'il y a certains qui adorent ça. Hein, surtout je sais que du côté belge, il y en a pas mal aussi. Les bacs de prédateurs, c'est super sympa aussi. Mais forcément, quand on a un bac avec des prédateurs, on fait attention à la population qu'on lui met sous le nez. Je veux dire, si on vous met, vous êtes amateur de glace au chocolat, si on vous met une glace au chocolat juste sous le nez, à un moment, elle va y passer. Eh ben, nos poissons, c'est pareil. Si vous avez des murènes ou si vous avez des grands prédateurs en termes de poissons, faut s'attendre à ce qu'il puisse y avoir de la prédation. Mais attention, la prédation, ça peut aussi être autre chose. Ça peut aussi être entre interespèces. Donc dans le sens où ça peut être un corail qui vient faire de la prédation sur un poisson ou un poisson qui vient faire de la prédation sur un corail. Donc le poisson qui fait de la prédation sur un corail, on a l'habitude, c'est tous les anges, les anges nains qui sont connus et qui tapent dans les coraux présents dans le bac. Et après, il y a aussi des coraux qui peuvent manger un poisson. Je l'ai déjà raconté à certaines personnes, mais peut-être pas dans ceux qui sont là à m'écouter aujourd'hui, mais j'avais un gros Rhodactis et un Gramma loreto. Mon Gramma loreto, un jour, ben, il a disparu et mon Rhodactis, il faisait une grosse boule. Et à un moment, il s'est ouvert et est sorti le cadavre du Gramma loreto. Donc ça n'a pas besoin d'être une anémone pour manger un poisson. Un Rhodactis peut aussi manger un poisson. Bon, c'était un gros Rhodactis, on est d'accord. Il faisait une bonne dizaine de centimètres. Mais faut faire attention à ça et surveiller aussi. Ensuite, on va continuer sur le risque des coraux. Alors, les coraux, on a tous envie d'avoir des très très beaux coraux. Les risques qu'on a par rapport à eux quand on va les introduire, c'est les parasites. Ensuite, on a le risque de RTN, surtout sur les SPS. Et on a le risque de concurrence de territoire. Alors, les parasites. Là, la seule règle, c'est on traite tous les coraux avant introduction. S'ils viennent du meilleur copain ou bien du magasin dans lequel on a ultra confiance, ou bien s'ils viennent d'un échange qu'on a fait dans un club ou n'importe, moi je conseille que toute entrée de population corallienne dans le bac, elle est traitée. Alors, j'avais fait une vidéo sur le Coral RX. Aujourd'hui, il y a d'autres produits, d'autres marques. Je citerai par exemple Polyplab, mais il y en a des tas d'autres qui arrivent et qui ont des niveaux de performance on va dire, de mieux en mieux, même sur les larves. Et dans l'absolu, si vous en avez les moyens, parce que là, ça coûte un petit peu des moyens, les mettre en quarantaine dans un bac qui à ce moment doit être éclairé, ça coûte pas plus cher. Comme ça, on fait un premier traitement à l'arrivée, on fait un deuxième traitement une semaine plus tard, un troisième traitement 2 semaines plus tard.
pour être sûr que l'ensemble des larves ait été éliminé et que les petits qui sont éclos des larves soient éliminés eux aussi. Alors ça peut paraître extrême, ça c'est certain, mais quand on commence à avoir un certain budget de coraux, ben on est obligé de faire de plus en plus attention au risque d'amener des parasites. Je pense par là au redbug, au blackbug et ainsi de suite, qui sont des plaies pour tous les amateurs d'acropora par exemple. Ensuite, au niveau des RTN, aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire exactement comment vous prémunir à coup sûr des RTN. Parce que c'est encore, enfin, on commence à en savoir de plus en plus de choses, mais vous donner des solutions aujourd'hui pour vous prémunir des RTN, à part donner les meilleures conditions possibles à vos coraux, là, je sais que moi, je n'ai pas de solution. On peut essayer de faire un bouturage une fois que la RTN a commencé pour sauver l'avant du pied, mais ça, c'est quand même très régulièrement létal pour le corail. Donc, il y a des tas de gens qui essayent avec des bains, avec des boutirages. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Faut essayer. Mais aujourd'hui, une solution qui marche à coup sûr, malheureusement, je peux pas vous en donner. Et enfin, on a la concurrence entre les coraux. Placez vos coraux de façon à ce qu'ils ne se touchent pas, c'est déjà sympa. Mais il faut faire attention aussi à la longueur des polypes la nuit. J'ai par exemple un Galaxea. Une nuit, je suis sorti, il y avait des polypes d'attaque qui faisaient 25 cm qui étaient dehors. Il y a des Echinoporas, c'est des poissons, c'est des coraux qui c'est des plateaux. Et pourtant, la nuit, ils peuvent vous sortir des polypes absolument énormes de chasse et d'attaque. Donc attention à ça, parce qu'ils peuvent venir vous attaquer des Euphilia ou des Fungia et ce genre de choses. Et vous allez retrouver un corail brûlé, ne pas savoir trop d'où il vient. Donc faites très attention au placement des coraux. Ce que j'ai tendance à faire à titre personnel, c'est les coraux qui sont très agressifs, je leur mets un courant périphérique plutôt important et à l'opposé de là où se trouvent les autres coraux qui sont proches. Comme ça, les polypes d'attaque se retrouvent dans la masse d'eau, mais n'ont pas possibilité de venir se poser sur un corail qui serait proche. Ça, c'est la petite astuce. Maintenant, voilà, c'est pas forcément la chose. Alors, maintenant, est-ce que vous avez des questions suite à l'ensemble des choses barbantes que je viens de raconter? Ou bien on fait les questions après, je ne sais pas, mais et on revient sur moi. Sinon, ben, pour ceux qui ont envie, après, on peut toujours continuer à se suivre. Et si vous avez des questions, vous me contactez sur tous les réseaux. Je vais revenir sur une caméra sur moi, ça va être plus simple pour les questions-réponses. Hervé, est-ce que tu m'entends? Allô? Oui, est-ce que tu m'entends? Oui. Alors, je sais pas du tout. Oui, c'est Denis de Philippe, un collègue demoiselle à côté de moi qui aura une question sur les RTN. Oui, alors 2 secondes, je me remets en truc. Alors dites-moi tout, mademoiselle. En fait, j'aimerais savoir si vous pouvez développer la RTN, s'il vous plaît. Alors la RTN, c'est la Rapid Tissus Necrosis, c'est-à-dire la nécrose rapide des tissus. C'est un fait que un jour, vous allez avoir un corail à petits polypes de type Acropora qui, depuis sa base, va devenir blanc et parfois, dans la journée, l'ensemble du corail blanchi, il va perdre ses tissus. Donc c'est ça c'est une nécrose rapide des tissus. Aujourd'hui, donc il y a plein de scientifiques qui sont dessus. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, je n'ai pas moi, je suis pas scientifique sur ce point-là et donc j'ai pas la solution ultime. Par contre, ce que je sais, c'est que par exemple, si ça commence, on vient couper 2 cm au-dessus et on essaye de bouturer avec le petit bout qui reste au-dessus pour essayer de sauvegarder la souche de corail. Mais parfois, cette deuxième souche, elle va continuer à sa RTN ou pas. Ensuite, certains essayent des bains de bétadine
ou des bains de Corallerix ou des bains de différents produits pour essayer de stopper cette RTN. Comme dit précédemment, moi j'ai pas la solution ultime, mais au moins il faut essayer. Dès que j'aurai plus de solutions sur ce genre de choses, c'est certain que je partagerai. Mais aujourd'hui, j'ai déjà eu chez moi de la RTN et j'ai pas réussi à sauver mes coraux. Donc je n'ai pas d'expérience personnelle réussie par rapport à ça pour pouvoir dire ben, la solution c'est celle-ci. Hein, de toute façon, s'il n'existait qu'une solution, ce serait bien trop facile. M'entendez? Pardon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui, parce que moi j'avais eu justement ça sur des caliandres et apparemment c'était le brassage parce que j'ai changé entièrement le brassage dans le bac. J'ai tout rebouturé donc comme vous aviez dit au-dessus de la nécrose et en fait ça y avait beaucoup. Les causes de la RTN, oui, les causes de la RTN peuvent être multiples. Ça peut venir de la chimie du bac, donc on va dire le KH, le calcium, le magnésium. Ça peut venir pour certaines fois de l'éclairage, ça peut venir du brassage trop important directement sur le corail. Donc c'est vrai que j'ai pas développé les causes de la RTN. Les causes, elles peuvent être multiples. Mais en effet, si vous aviez un gros brassage directement sur le corail ou pas loin, ça n'aide pas. Les SPS, ils aiment bien avoir bien du brassage, mais moi je brasse de façon périphérique quand même. Je n'envoie jamais ma pompe de brassage directement sur le corail parce que là, on va le stresser. Et en fait, avec le stress, il va se fatiguer. Et accumulation de fatigue, il va lâcher prise. C'est un petit peu comme nous, hein. C'est à un moment, quand on est fatigué, on lâche l'affaire, quoi. C'est un petit peu ça aussi. Hein, au risque de faire un peu d'anthropomorphisme, hein. Mais c'est un petit peu ça. Si on vient le stresser en continu, à un moment, il va dire non, je suis pas venu là pour souffrir. Voilà, merci. Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions des personnes qui auraient des besoins particuliers? Non, je crois que je vais lancer un appel dans la salle pour voir, mais sinon la présentation a été claire et complète, c'est impeccable. Je vais demander, je vais faire un petit appel micro. Voilà, mais je me suis dit, je fais pas trop long. Tu vois, j'ai quand même quelques trucs à reprendre. Parce que après, si c'est trop long, après, c'est pénible, quoi. Je sais que je parle beaucoup en plus. Je fais un petit appel micro et puis on tient au courant, ok? Ouais. Alors, si moi je suis à dispo pour Orchi. Monsieur Résif Captif, c'est le moment. Venez profiter de l'expérience d'Hervé pour lui poser une petite question par rapport au matière des coraux, des poissons, d'éventuels problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre bac. C'est le moment ou jamais. N'hésitez pas, il ne mord pas. Il a parlé de la prédation, mais il ne mord pas ce matin. Ça va, j'ai mangé, hein, c'est bon. Bah écoute Hervé, ça a l'air d'être bon pour nous. Merci beaucoup à vous. Merci à toi. Et puis, à ce moment-là, je vous dis à bientôt pour d'autres échanges entre nous. Hein, ça m'a vraiment fait plaisir de partager ces quelques minutes avec vous en direct depuis ma cave. Et j'espère que vous allez encore passer une super journée à Orchi, que tout le monde trouve les boutures de ses rêves, les poissons de ses envies, et que les vendeurs aussi trouvent les clients qu'ils attendent. Et puis voilà, de toute façon là c'est un bon temps pour faire une bourse, normalement. Enfin s'il fait le même temps que chez moi, c'est un temps idéal. Juste avant la fête des pères pour faire des cadeaux, c'est bien aussi. On est dans le nord quand même là. Le nuage, le soleil est au-dessus des nuages. Oui, bah donc c'est un bon temps pour une bourse et pour s'occuper de son bac. Ouais, c'est très bien. Ça part bien, il y a du monde. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes
une super journée. Je vous dis à bientôt. Et puis, s'il y a besoin, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis ravi d'échanger sur toutes ces choses-là. Et puis, ça m'a fait plaisir d'avoir une question d'une demoiselle ou de madame, je ne sais pas. Mais parce que c'est très rare dans le hobby d'avoir des femmes qui sont dans le récifal. Je ne sais pas pourquoi. C'est un milieu où il y a beaucoup d'hommes. Alors que bon, il n'y a pas de raison. Normalement, tout le monde peut y arriver. Et normalement, les femmes y arrivent même mieux. Moi, je sais que mon bac, s'il est joli, c'est grâce à madame, parce qu'en termes de mise en place et de décoration, moi, je suis une calamité. Donc, je trouve que les bacs féminins sont souvent plus jolis. Et donc, franchement, ça m'a fait plaisir de voir qu'il n'y avait pas que des hommes chez vous à la bourse. Voilà, c'est tout. C'est Ouais, les ça, petits détails à la con, hein, je sais. ça marche, Hervé. Allez, Allez, à à plus, plus. merci. Merci beaucoup.